Reprenons le narcissisme, et plus précisément le texte de Freud pour introduire le narcissisme, et abordons finalement la dernière partie, le dernier chapitre central, parce que Freud introduit une notion, un concept essentiel de la psychanalyse qui est l'idéal du moi, repris par tous les psychanalystes, et qui a un chapitre très dense au niveau des réflexions, à tel point que je préfère consacrer 2 vidéos à ce chapitre. Voyons maintenant pourquoi est-ce que Freud introduit ce concept et quelles sont les lignes de force qui gouvernent l'idéal du moi. Freud commence à se poser une simple question. Il dit, on a déjà vu, le narcissisme infantile est une étape de développement psychique de l'enfant auquel tout le monde est confronté. Et on pourrait résumer la caractéristique de cette étape avec l'expression, la caractéristique de narcissisme infantile, un peu un délire de grandeur, la toute-puissance des pensées, et suffit à soi-même. Mais ces caractéristiques, on ne les retrouve plus chez l'adulte, mis à part certaines problématiques très lourdes des paraphrénies. La question qu'on se pose, alors dit Freud, c'est, mais la libido, proprement dite, narcissique, cette grande quantité de libido narcissique, d'amour propre, où est-ce qu'elle va se loger? Est-ce qu'on doit supposer qu'elle va se loger, elle va investir les personnes extérieures? Ce sera un peu en contradiction avec tout ce qu'on avait vu, dit Freud, dans les chapitres précédents. On doit plutôt penser qu'une partie de cette libido, une certaine partie de cette libido du moi, eh bien, elle reste logée quelque part qu'on doit découvrir. Pour commencer l'enquête, Freud décide de voir du côté du mécanisme très connu dans le domaine de la psychanalyse, qui est le refoulement. Et ici, pour une certaine envie de simplicité, de description, on va également parler de répression. Prenons un exemple concret. Une personne doit faire la file, très fatiguée, une grande file, une longue file, risque de perdre beaucoup de temps et de ne pas y arriver jusqu'à la fin. Se dit a envie de, à la première occasion, dépasser des personnes. Eh bien, là, dit Freud, il y a la personne qui va, l'exemple c'est moi qui le fais ici, hein, en reprenant le contexte d'explication de Freud, il y aura la personne qui va suivre cette impulsion, et donc la première occasion dépasser les personnes qui font la file, et il y aura une autre personne qui, par contre, va bloquer, va réprimer cette pensée. Et cette répression se fait à partir du moi, et plus précisément, dit Freud, de l'estime de soi que le moi a. Qu'est-ce que cela veut dire et comment le comprendre ça? Pourquoi cette personne et pas l'autre va bloquer cette impulsion, cette envie, cette pensée, va la bloquer et ne pas la réaliser, alors que l'autre va la réaliser? Mais parce qu'il va être confronté à certaines autres pensées qui sont, par exemple, là il y a plusieurs possibilités, qui est d'ordre éthique. Ben, ça ne se fait pas, et pour moi ça ne se fait pas, je ne dois pas le faire. Ou bien d'ordre de regard, si je le fais, eh bien, je vais être mal vu, mal jugé par les autres. Donc du regard social, du regard des autres. Et on peut continuer avec quelques autres possibilités. Par des interdictions, par exemple, parce que c'est bien écrit, là, c'est bien affiché que c'est défendu, c'est interdit de dépasser les personnes quand on attend et on fait la file.
L'estime de soi, c'est parce que si quelqu'un a peu d'estime de soi, il va avoir peur du jugement des autres. Ou bien parce que pour lui, l'estime de soi qu'a le moi, pour la propre estime, c'est important de suivre un certain idéal éthique, et ainsi de suite. Alors Freud nous dit, on doit bien supposer que dans ce deuxième cas, et moins, et pas dans le premier cas, dans ce deuxième cas où il y a la pensée est bloquée, l'impulsion est bloquée, et lorsqu'il s'agit d'une notion inconsciente, elle ne va même pas arriver à la conscience, et là on parle de refoulement proprement dit en psychanalyse. Mais dans ce cas-là, on doit supposer que la personne a érigé un moi idéal, auquel se confronte, est confronté, comparé le moi. Donc le moi, c'est cette impulsion de dépasser les personnes pour atteindre moins la file. Et lorsque cette pensée apparaît, elle est bloquée parce qu'elle est comparée à l'idéal, à le moi, au moi idéal qui serait mal vu, par exemple, le cas où il y a la peur du jugement de l'autre, donc mal vu. Il se sentirait pas aimé. Voilà le centre de la question. Cette comparaison qui se fait entre le moi et le moi idéal que Freud, quelques lignes après, écrira idéal du moi. Petite parenthèse, Lacan basera toute son élaboration avec le schéma optique en tenant compte de cette petite différence entre moi idéal et idéal du moi, dans le sens différence de terminologie. Fermez la parenthèse. Donc il y a une tension entre le moi et l'idéal du moi, une comparaison. Et qu'est-ce que ce serait cet idéal du moi? Donc c'est la peur du jugement, mais au fond quoi? L'envie d'être aimé. Et donc l'idéal du moi, ce serait le lieu où s'est logée la libido narcissique. C'est-à-dire la libido qui se satisfait d'être aimé. La libido, le narcissisme infantile où il y avait toutes les perfections, il était parfait. Donc c'est être aimé et perfection. Voilà. Les deux, moi et l'idéal du moi. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'il y a une instance qui est tout le temps là, constamment là, à regarder si le moi se détache trop de l'idéal du moi, ou comment faire pour que le moi atteigne l'idéal du moi. Et donc, cette instance, elle est tout le temps là à contrôler, quelquefois à critiquer, et quelquefois à permettre que se produise la satisfaction, le plaisir surgit d'être aimé. Et c'est constamment cela. Et quand cela se produit d'une manière excessive chez une personne, lorsque cette instance qui regarde ce moi comment il est, il va regarder surtout les défauts, donc les critiques, là il y aura une sensation d'infériorité excessive. Lorsque par contre il y a une réalisation, que ce soit dans la fantaisie ou que ce soit dans la réalité, d'une partie de l'idéal du moi, il va subitement se sentir supérieur et avoir une forte jouissance. Mais là, on a toutes les possibilités, toutes les variations. Donc les variations qui sont où
l'instance est très peu présente. On peut aussi avoir les cas où elle n'est pas présente du tout. Mais alors là, on est dans une certaine problématique. Les cas où elle est très peu présente, elle est équilibrée, donc ça, et l'autre cas où elle devient très insistante, très importante, lorsque il y a une idéalisation, où les idéaux sont très forts du côté de l'idéal du moi, où il y a un sentiment, une envie de perfection. Et alors, dans ce cas-là, la tension devient très, très, très forte. Mais quelle est la nature de cette instance qui veille à ce que le moi se rapproche de l'idéal du moi, qu'il y ait une satisfaction de l'idéal du moi, et qui va critiquer le moi lorsqu'il s'éloigne de cela. Mais Freud dit, une telle instance, on doit quand même la trouver quelque part, on doit quand même déjà un peu la connaître, c'est pas possible qu'on va, en découvrant, en décrivant ces mécanismes, qu'on découvre complètement une nouvelle instance. Non. Mais déjà, cette instance nous rappelle la conscience morale. Voilà. Et puis, comme toujours, Freud va regarder du côté des problématiques, on se rend bien compte que dans certaines problématiques, et plus exactement dans les cas de paranoïa, et là, Freud prend en compte la paranoïa, il y a un phénomène assez connu qui est ce délire d'observation. La personne se sent constamment observée de l'extérieur. Elle marche, elle croise des personnes, le regard, elle se sent observée, et sans que cette personne, la certitude que cette personne connaisse même certaines de ses pensées, et se sent constamment observée, connue, critiquée. Voilà. Parce qu'il y a un côté hostile de cette observation. C'est une hostilité. Et la personne qui souffre de paranoïa, non seulement elle se sent observée constamment, mais elle entend des voix à l'intérieur. Il y a une petite voix qui lui dit, voilà, d'une manière impersonnelle, ah, elle s'en va, ah, elle dit que tu es comme ça. Voilà. Et elle entend aussi des voix, donc, qui sont des critiques, donc auto-critiques. Mais dans le cas de la paranoïa, cela vient de l'extérieur. Freud dit, eh bien, ces deux phénomènes, l'observation et la critique, eh bien, on les retrouve chez tout le monde, mais d'une manière moins intense et surtout de l'intérieur. Ça devient pour tout le monde auto-observation et autocritique. Attention, Freud nous dit que dans certains cas de névrose de transfert, eh bien, il peut y avoir des épisodes ou des parties limitées de observation et critique de l'extérieur. Très important cela. Et donc, l'auto-observation et l'autocritique, eh bien, ce sont deux phénomènes qu'on retrouve chez tout le monde. Et on se rend bien compte que
L'autocritique, au départ, c'est la voix des parents. C'est les parents qui disent ne fais pas ça, et qui va perdurer après à l'intérieur de soi-même sous une autre forme. Et des parents, on passe aux enseignants. Des enseignants, on passe à l'opinion publique. C'est pour dire que, au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, ça devient de plus en plus étendu et impersonnel. Et ça, c'est pour la voix. Et pour le regard, ça c'est l'autocritique, pour le regard qui est l'observation, au départ c'est la même chose, les parents, enseignants, et puis c'est le regard public, le regard social, qui devient également impersonnel. Prenons l'exemple qu'on faisait avant de la personne qui ne va pas dépasser la file parce qu'il y a une crainte du regard des autres. Bien que ces autres, il ne les connaît pas ces personnes, donc c'est des regards impersonnels, il n'y a pas une personne en particulier. Donc il peut certainement avoir une crainte envers le regard d'une personne qu'on connaît, mais aussi d'un regard impersonnel, du regard social. Et voilà que les deux aspects, la voix et le regard, qu'on retrouve dans des problématiques importantes, on les retrouve chez tout le monde avec des variations. Et si on reprend cette tension entre le moi et l'idéal du moi, avec cette instance, c'est l'instance où apparaissent deux phénomènes, qui est l'auto-observation et auto-critique. Et c'est donc à travers l'observation qu'on a de soi-même continuellement qu'on va voir comment il est le moi par rapport à l'idéal du moi. C'est des idéaux que chacun se forme à sa manière, qui peuvent être des idéaux personnels ou bien qui peuvent être des idéaux éthiques qui sont donnés par une communauté ou qui sont de l'opinion publique ou qui sont des interdictions par la loi. Vous voyez, toute la progression, toute la complexité qu'on a également. Et tout dépend certainement de la personne, de cette instance, et donc de la personne où cette instance se met à l'œuvre. Et l'instance est de observation, donc par exemple, voilà, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez pour rejoindre un certain idéal, et donc de se mettre en route, la critique. Je critique parce que je ne suis pas assez, et donc je dois faire tout le possible pour arriver à un certain idéal. Ou bien je ne peux pas faire ça parce que sinon j'aurai le jugement négatif des autres. Et ainsi de suite. Ici, on pourrait parler pendant des heures, des journées entières sur toutes les possibles variations. Un aspect, pour terminer, qui est très intéressant, que je trouve qui a été très peu relevé, et que même Lacan n'a pas relevé. Bon, c'est selon mes lectures, donc, si quelqu'un qui m'écoute pense que ça a été relevé aussi par Lacan, qu'il me le dise. Je disais avant que Freud dit que ces deux phénomènes, observation et critique de l'extérieur dans le cas de la paranoïa, se retrouvent également dans certains cas limités chez des chez des névroses de transfert. Et à la fin, Freud explique comment ça se passe là. Lorsque une personne qui est continuellement occupée par cette instance de contrôle, d'observation, de critique, et veut se libérer de cette pression parentale et de tout ce phénomène d'observation et de critique, de ce poids provoqué par l'observation et la critique, eh bien, peut rejeter cette forme
toutes ces formes d'opérations de censure. Et Freud nous dit que cela va revenir de l'extérieur sous forme hostile. Et donc, il y aura également chez une personne qui a une névrose de transfert ce phénomène paranoïaque de observation et de critique envers l'extérieur. Et je dis, je trouve surprenant que Lacan, à ma connaissance, non, dites-moi si cela est le cas, n'ait pas relevé ce mécanisme, et ici ce serait une forclusion locale, où ce qui est rejeté d'emblée, où on veut se défaire, eh bien, revient par l'extérieur. Rejeter donc ce phénomène cette pression de auto-observation ou d'autocritique vers l'extérieur, revient vers l'extérieur, mais d'une manière hostile. Et pour terminer, je vais faire un exemple concret qui met un peu en perspective différentes positions. Prenons l'exemple d'une personne qui veut faire des vidéos comme je fais. Et avant même de commencer, à ce phénomène très fort d'auto-observation, d'autocritique, et à chaque fois en regardant d'autres qui font des vidéos et voir un peu, soi-même, donc il se fait un idéal par rapport, ici, comment les autres font certaines vidéos, il se construit un idéal et il voit que son moi ne peut pas y arriver. Et donc la critique est tellement forte que il va, pour finir, il va ne pas réaliser de faire des vidéos parce que en faisant de l'auto-observation entre ce que est son idéal et ce que lui, il pourrait faire, il se rend bien compte qu'il n'est pas assez pour faire. Et donc, cette auto-observation et autocritique aura comme effet de bloquer l'action. Voyons maintenant quelqu'un qui a une position plutôt équilibrée, mais que ces deux phénomènes sont présents, c'est qu'il va se faire lui-même un certain idéal autour de comment faire des vidéos. Il va se confronter avec ce qu'il est lui-même, avec ce qu'il arrive à faire. Il va un peu se perfectionner. Cela va le porter, l'amener à réaliser une vidéo. Lorsqu'il va réaliser une vidéo, il va se auto-observer et voir que peut-être dans certains moments il s'est trompé. Et là, il va avoir un certain sens de déplaisir. Ou bien dans d'autres moments, il va être content de lui et être satisfait, et donc satisfaire son idéal du moi. Et lorsque il va avoir des retours très positifs par les personnes qui vont suivre ces vidéos, là, il va y avoir une satisfaction narcissique, c'est cette sensation d'être aimé. Et pour terminer, le troisième cas, c'est le cas qu'on disait de rejeter, la personne qui va rejeter d'emblée, donc c'est toute cette forme de auto-observation, autocritique, et au départ, qui va le rejeter au départ, et qui va revenir sous une forme hostile de l'extérieur, eh bien, qui a envie de faire des vidéos, ne va même pas commencer de faire des vidéos parce que il y aura d'emblée ce regard critique de l'autre très fort, hostile, qui se manifeste par exemple sous forme de je vais me moquer de ce que tu fais, je vais rire de ce que tu fais. Et cela va donc l'empêcher de faire même des vidéos. Et certainement, on peut arriver après à des formes mixtes. C'est pour ça que ce cas-ci, Freud dit, est limité. Et donc, si on a ce cas de figure limité et qui n'est pas un cas de paranoïa, eh bien, on va, dans la même personne, avoir des moments où cela se produit
Et donc l'arrêt, le bloc de l'action, de ne pas faire ce qu'on voudrait, mais aussi des moments où il y a une auto-observation, une auto-critique assez forte. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.